Madame, Messieurs, bienvenue à cette tranche dossier de Télé 7. Ce soir, nous allons parler concertation nationale avec un acteur de premier ordre, le président de l'association africaine des droits de l'homme, ASADO, en sigle, une association connue de tous les Congolais qui a milité depuis l'époque de la conférence nationale avec la vague de la démocratisation, une association qui se prononce régulièrement chaque fois qu'il y a un événement qui se pointe en République démocratique du Congo, tout comme sur les continents. L'ASADO ne manque pas de donner de la voix. Et ce soir donc, je fais venir Jean-Claude Katende, maître Jean-Claude Katende, qui en est le président, pour qu'on puisse aborder justement cette question des concertations nationales convoquées par le chef de l'État à travers une ordonnance qui a été promulguée il n'y a pas longtemps. Bonsoir, maître Katende. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté de répondre à mon invitation. D'entrée de jeu, le président de la République a promulgué l'ordonnance créant, convoquant et organisant le fonctionnement des concertations nationales. Ça a pris du temps. Est-ce que ça vous a semblé satisfaisante, cette ordonnance, ou bien il y a des choses à changer? Disons qu'au niveau de l'ASADO, nous avons pris d'abord acte de cette ordonnance. Après l'analyse, nous avons constaté qu'il y avait des points positifs, mais aussi des points négatifs. Les points positifs, il y en a trop peu. Et en ce qui concerne les points négatifs, parce que ce sont des points... La balance est déséquilibrée. Tout à fait. Ce sont des points fondamentaux. Et sans une certaine équilibration ou un certain équilibre entre les points positifs et les points négatifs, nous pensons que les concertations risquent de ne pas atteindre les buts pour lesquels le peuple congolais, particulièrement la classe politique, la société civile et les confessions religieuses, ont réclamé pendant longtemps la tenue de ces concertations. Pourquoi alors ces concertations? Il faut dire qu'il y a aujourd'hui les problèmes qui se posent dans notre pays, sur le plan sécuritaire, sur le plan de la démocratie, sur le plan de la gouvernance, et aussi sur le plan même de fonctionnement des institutions. Et à voir ce que notre gouvernement fait aujourd'hui, il y a lieu de dire que le gouvernement à lui tout seul, sans la réflexion des autres parties prenantes qui sont concernées, bien sûr, par la gestion du pays, le gouvernement ne peut pas résoudre tous ces problèmes qui sont très importants. Et donc, les concertations sont importantes ou les dialogues, comme nous l'avions demandé en janvier 2012, sont importantes pour que tous ensemble nous puissions réfléchir autour de ce qu'il faut faire pour que notre pays soit en sécurité, pour qu'on résolve tous les problèmes qui se posent aujourd'hui. Et donc, les concertations peuvent permettre à ce qu'on produise un cahier des charges qui va être soumis aux institutions qui sont en place aujourd'hui pour mettre en œuvre les recommandations et les conclusions dans le but principal d'améliorer la gouvernance. Et ça, c'est très important. Est-ce que plutôt pour une certaine opinion, et je pense que c'était ça ce qui était le plus recherché, c'est plutôt la cohésion nationale? Non, je pense que la cohésion nationale ça doit être considérée comme la conclusion. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à la cohésion nationale? S'il n'y a pas de cohésion nationale et qu'on convoque les concertations pour l'atteindre, c'est que quelque part, il y a des problèmes qui se sont posés, qui ont rompu la cohésion nationale. Et parmi ces problèmes, nous avons notamment les problèmes qui se passent à l'Est. Oui. Nous avons les problèmes qui se posent dans la gestion de l'armée, dans la gestion de la police, mais aussi dans la gouvernance de manière générale. Parce que vous savez que notre pays est caractérisé par l'impunité, par la corruption, par la non-transparence dans la gestion notamment des ressources naturelles. Oui. C'est autant de problèmes qui se posent. Et ce sont ces problèmes qui ont rompu la cohésion nationale. Et pour arriver à la cohésion nationale, il faut discuter de ces problèmes et trouver des solutions qui mettent tout le monde ensemble. Alors, je note que vous n'avez pas relevé les élections
du 28 novembre, mais pour une frange de l'opposition, une importante frange de l'opposition, les élections du 28 novembre ont été également à la base de la rupture de la cohésion nationale. Non, mais quand nous parlons de la démocratie, les élections est un élément. Vous mettez là-dedans. Oui, les élections est un élément de la démocratie. Les droits de l'homme sont des éléments aussi de la démocratie. Et donc, quand nous prenons la thématique démocratie, toutes ces questions peuvent être inscrites là-dedans. Du moment où nous constatons que nous sommes divisés autour d'une question ou d'une thématique, cette thématique doit être discutée. Et en démocratie, l'avantage, c'est que il y a la possibilité de discuter pour que chacun donne son point de vue et qu'on mette tous les points de vue ensemble pour faire avancer, n'est-ce pas, la gouvernance et l'améliorer. Ça, pour nous, c'est très important, faire avancer la gouvernance. Et si on a en tête la majorité, la société civile, comme aussi l'opposition, que la chose la plus importante, c'est faire avancer la gouvernance, améliorer cette gouvernance dans l'intérêt du peuple congolais, il y a lieu de trouver les justes milieux. Mais quand on déplace les débats en l'orientant vers les individus, oubliant le peuple congolais pour lequel tous on est acteurs, en ce moment-là, il y a lieu qu'on ne trouve pas de solutions et que les concertations elles-mêmes ne puissent pas être un lieu attitré pour résoudre les problèmes et atteindre une des conclusions qui est la cohésion nationale. À vous suivre, c'est que, contrairement à ce que vous avez dit, c'est comme si tout a été prévu dans l'ordonnance du président et que les points positifs seraient beaucoup plus importants que les points négatifs. Non, vous savez, il y a les points positifs que je reprends dans l'ordonnance. C'est le fait qu'à l'article 2, on parle de réfléchir et de débattre. C'est très important. Le verbe lui-même est repris dans l'article 2 de l'ordonnance. Débattre, ça veut dire que nous avons des points de vue opposés. Exactement. Et que ces points de vue sont soumis à la discussion et que chacun a la possibilité, dans toute la liberté, de donner son point de vue. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans notre communiqué de presse, nous avons demandé au chef de l'État de garantir la protection à tous ceux qui vont intervenir. Justement, dans le cadre de ces concertations. Ils ne vont pas bénéficier des immunités. Non, mais il faut que les gens, quand on parle... Non, ce n'est pas prévu. Mais quand les gens parlent, il ne faut pas qu'à la fin, qu'ils soient inquiétés par les services de sécurité, par l'armée ou la police. Donc, les propos qui sont tenus... Ou même par la justice. Voilà, les propos qui sont tenus dans le cadre de cette conférence, dans le cadre de ces concertations, dans le sens de construire, même si elles sont dites contre telle ou telle autre personne, on doit considérer que ce débat est un débat important et que les propos qui sont tenus, pas des propos injurieux, parce que quand on veut construire, on doit toujours tenir en compte qu'il y a la dignité de chaque personne, quelles que soient les erreurs qu'elle a commises, qu'on doit respecter. Et donc, cette liberté, elle est reconnue dans l'ordonnance. Un autre point sur lequel je ne partage pas les points de vue avec les autres, c'est dans les thématiques qui sont données. C'est-à-dire l'ordre du jour, pratiquement. Oui, ces thématiques, pour moi, elles sont générales. Par exemple, dans le premier point, on parle de la démocratie et de la gouvernance. Dans la démocratie, on peut y inscrire les questions relatives aux élections. Il faut seulement que les personnes qui vont diriger les travaux dans ce groupe soient les plus ouverts possibles. Hein, que ces personnes soient ouvertes à la discussion parce que toutes ces questions peuvent être inscrites là-bas. Est-ce que, Maître Katende, sans vous couper, vous allez continuer, mais j'ai juste une question que je place. Est-ce que la mise en place d'un comité préparatoire n'aurait pas été souhaitable avant la promulgation de l'ordonnance? Je crois que c'est ce qui aurait dû être fait. Il fallait qu'il y ait un comité préparatoire dans lequel toutes les parties prenantes ou certains délégués des parties prenantes devraient se retrouver pour discuter et en fait proposer une ordonnance comme celle qui a été promulguée pour proposée par le président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Oui, pour déjà permettre à ce qu'il
qu'il y ait moins de contestations comme nous les avons aujourd'hui. Mais ce que je sais aussi, selon les informations à ma possession, l'ordonnance ne reprend pas toutes les propositions qui ont été faites par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Il y a d'autres choses qui ont été introduites. Ah, exactement. Alors là, il y a déjà des suspicions. Non, ce n'est pas une question légitime, à mon sens. Non, ce n'est pas une question de suspicion. Moi, je dis que quand vous demandez à un groupe de faire un travail préparatoire, il faut, si vous ne remettez pas ce travail en cause, d'essayer le plus possible de s'y conformer. Parce que ce sont ces personnes qui font la proposition, qui étaient en contact avec les gens, qui ont parlé. Et je crois que c'est une discipline à un certain niveau de responsabilité qu'on doit s'imposer. Quand vous avez une question qui se pose, vous vous référez à des experts. Il faut au moins se soumettre au point de vue des experts, même si ce point de vue ne rencontre pas, ne vous agrée pas. Sinon, à quoi ça servit de recourir aux experts ou aux personnes qui doivent faire ce travail préparatoire? C'est pour ça que j'insiste sur le fait que, qu'on soit de la majorité au pouvoir, ou qu'on soit de l'opposition, ou encore de la société civile, il faut que tout ce que nous faisons ait un seul objectif, c'est d'arriver à ce rêve qu'avaient les pères fondateurs de notre nation, faire du Congo un pays plus beau qu'avant. Alors, faire du Congo, pas des individus, parce que malheureusement, c'est que nous constatons aujourd'hui, on veut plus faire des individus, des personnalités plus grandes même que le Congo. Et ça, je crois que nous devons nous départir de ça. Ce pays, il est le nôtre. Même si nous avons d'autres nationalités, vrai ou faux, ce qui est vrai, c'est qu'on n'oubliera jamais qu'on est Congolais. Et nous devons travailler dans ce sens-là. Absolument, parce que si on tenait compte de la nationalité des uns et des autres, selon des indiscrétions, des enquêtes menées, les institutions se videraient de tous leurs animateurs. C'était une parenthèse. Alors, on revient à notre débat de ce soir, Maître Katende, Maître Jean-Claude Katende. Là, il y a les points positifs, vous les avez énumérés, et quelques points négatifs. Bon, parmi les points négatifs, il y a ce que l'on épingle comme ça. Je prends le suivi des résolutions. Le ministre de la Communication, qui est porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a même dit que ça doit passer au tamis des institutions, des recommandations. Écoutez, je me dis qu'il faut être de bonne foi. À mon avis, ce sont les institutions qui gèrent les pays aujourd'hui. Et donc, s'il y a, par exemple, des recommandations à faire en ce qui concerne la gestion de l'armée, ces recommandations vont être orientées vers le gouvernement. Et donc, il n'est pas possible que le gouvernement qui va s'atteler à la mise en œuvre des recommandations soit encore le même gouvernement qui en assure le suivi et l'évaluation. On est juge et partie. Et ça ne peut pas faire avancer la gouvernance. C'est pour ça que nous sommes d'avis qu'il faut qu'on mette en place un comité de suivi qui va être constitué des représentants des différentes composantes aux concertations pour que ce comité fasse le suivi. On risque d'avoir une nouvelle institution, la République. Non, je ne pense pas que... C'est une excroissance. Non, je ne pense pas que ça doit être en fait un comité où les gens vont être nommés, où les gens vont avoir une rémunération. Il y a aussi des choses pour voir quel est l'engagement des personnes qui acceptent de prendre des responsabilités. Est-ce qu'ils sont capables de travailler gratuitement? Il y a des institutions à travers le monde où les personnes qui acceptent d'y travailler le font à titre tout simplement bénévole. Donc on peut aussi le faire pour notre pays. C'est pour permettre à ce que les mêmes personnes qui exécutent les recommandations, qui mettent en œuvre les recommandations, ne soient pas les mêmes qui évaluent. En ce moment-là, on ne fait rien avancer.
on ne fait rien avancer. Donc, pour moi, c'est être juge et parti. Alors, vous avez également évoqué tout à l'heure un rééquilibrage. Comment on peut l'opérer? Est-ce que là, on va demander à ce que toutes les parties prenantes puissent présenter un nombre égal de participants? Oui, mais pour permettre à ce que la représentation soit équitable. Parce qu'il faut dire que là, on ne va pas partager le pouvoir ou quoi que ce soit. Donc, on n'a pas intérêt à ce qu'on soit majoritaire ou minoritaire. Non, je pense que c'est pour permettre qu'il y ait un équilibre dans les débats. Qu'il y ait un équilibre. C'est aussi justice. Mais pourquoi aujourd'hui, la majorité, par exemple, ne peut pas accepter qu'elle soit moins représentée? Pourquoi? Et vous savez que sur l'ordonnance... Sur l'ordonnance, elle est surreprésentée, la majorité. C'est une représentation même pléthorique. Oui. Et vous savez que sur l'ordonnance, on a oublié des acteurs très importants comme les groupes rebelles. Comment pouvez-vous résoudre le problème lié à la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo sans qu'aux concertations, les mouvements rebelles ne soient représentés? Vous soulevez une question extrêmement importante là, qu'on ait oublié les groupes rebelles. On en compte en nombre. Il y en a, ils sont recensés en nombre, Jean-Claude Katende. Oui, mais ils sont acteurs. Ils sont acteurs. Il faut qu'ils soient associés, n'est-ce pas, à ce débat pour que ce groupe rebelle nous dise quels sont les problèmes qui font que qu'ils prennent les armes contre... Non, la République, c'est encore peu de choses, mais contre leurs propres sœurs et frères. Parce que les personnes qui sont tuées par ces groupes rebelles sont des Congolais. Et c'est grave quand un groupe de Congolais se décide de prendre des armes contre une autre partie des Congolais. Et donc, il est très important que ce groupe accepte de venir de discuter avec les autres participants sur les questions qui concernent la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que là, on ne risquerait pas de mettre une croix sur Kampala, par exemple, un processus très avancé? Mais nous avons toujours dit que Kampala n'était pas important. Kampala n'était pas important. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, Kampala n'a apporté aucune solution. Les M23 continuent à opérer, à jouir, n'est-ce pas, des ressources naturelles à l'est de la République démocratique du Congo, à tuer les Congolais, et Kampala continue. Pour quelle fin? Parce que nous, au départ, nous avons dit que les M23 ne faisaient pas partie des accords qui ont été signés entre les CNDP et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et donc, il n'existait pas. Il n'existait pas. Juridiquement, il n'existait pas. Donc, les accords passés entre les CNDP et le gouvernement de la République démocratique du Congo ne concernaient pas le M23. Alors, comment le gouvernement a-t-il accepté d'aller négocier avec des individus qui n'étaient pas partis, n'est-ce pas, à l'accord signé entre lui et le CNDP? Parce que le CNDP existe aujourd'hui. Donc, nous aurions compris... Membre de la majorité présidentielle. Tout à fait. Nous aurions compris si c'était le CNDP qui contestait les accords qui ont été signés. En ce moment-là, les gens pouvaient se mettre ensemble pour évaluer leur accord. Mais on a fait l'évaluation avec un groupe qui n'a pas été signataire de cet accord. Et la fausse note commence par là. Et la suite est qu'aujourd'hui, l'Ouganda et le Rwanda sont mis en cause dans le fait qu'ils apporteraient un soutien au M23. Et c'est l'un de ces pays-là qui est le médiateur. Donc le médiateur lui-même est acteur. Et donc vous voyez que déjà à ce niveau-là, la République démocratique du Congo a manqué le courage de dire que nous ne pouvons pas accepter un tel médiateur, même s'il est proposé par la communauté internationale ou la conférence
international de Grands Lacs, dans la mesure où le médiateur lui-même a... Partie prenante au conflit. Oui. Alors, Maître Jean-Claude Katende, vous ne trouvez pas qu'en cherchant à résoudre ces problèmes de représentativité, en élargissant également aux discussions les rebelles, les différents groupes rebelles qui écument l'Est du pays, qu'on puisse encore renforcer davantage notre déséquilibre au niveau des provinces? On risque d'avoir plus de représentants des provinces en conflit que des autres provinces. Non, mais on peut demander aux groupes rebelles les plus importants. C'est constitué en délégation. Les plus importants, on peut identifier les groupes rebelles les plus importants pour qu'ils viennent. Je pense qu'il ne faut pas qu'on mise sur les temps comme sur les moyens parce que les problèmes sont très importants. Nos frères et sœurs qui sont à l'Est sont dans cette situation depuis une dizaine d'années. Et donc, il est important aujourd'hui qu'on explore quels sont les moyens dans le cadre de ce dialogue ou des concertations pour arriver à une solution définitive à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, vous avez posé la question de la gouvernance, vous l'avez soulevé, vous avez même souhaité que ça puisse figurer en bonne place lors de ces concertations. Est-ce que ça ne sera pas la remise en cause du gouvernement actuel? C'est ça aussi la crainte légitime de ceux qui ont été élus en 2011. Je crois que la situation du pays a évolué. Beaucoup de personnes qui souhaitent participer à ces dialogues ne veulent pas que ces dialogues soient un lieu où les gens vont se partager les pouvoirs. Parce que vous savez... C'est une avancée. Hein, oui, le partage de pouvoir va aboutir à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Oui. Et vous savez, depuis 1960, tous ceux qui se sont retrouvés dans le gouvernement d'union nationale, au lieu de travailler pour l'amélioration de la gouvernance, ont commencé à se combattre les uns et les autres. Oui. On l'a vu avec 1+4 voilà. Récemment ici. Alors, au lieu que la mise ensemble soit une solution, elle devient elle-même un problème. Et donc, il est important aujourd'hui que le gouvernement qui est en place soit responsable de la mise en œuvre des recommandations et des conclusions qui vont sortir du dialogue. Et que ce même gouvernement, au terme de son mandat en 2016, rende compte au peuple congolais de ce qu'il aura fait, non seulement des recommandations, mais aussi de la gouvernance de la République démocratique du Congo en général. Parce qu'en 2016, ça va être encore l'opportunité qui sera donnée au peuple congolais de sanctionner, soit positivement, soit négativement, les autorités qui gouvernent aujourd'hui. Parce que si nous ne prenons pas ce courage de dire qu'il y a des choses qui ont été mal faites, aujourd'hui, mettons-nous ensemble, regardons l'avenir, qu'est-ce qu'on peut faire tous pour améliorer la gouvernance et arriver à ce que le peuple, dans ce qu'on est en train de faire, tire la grande partie. Et donc, je ne comprends pas pourquoi les hommes politiques cherchent le pouvoir. Si le pouvoir doit servir à ce que je protège mes intérêts personnels, alors, en ce moment-là, les ambitions que nous avons deviennent des ambitions immorales. Quand vous avez un mandat public, vous êtes appelé à travailler pour l'intérêt général. Quand vous détournez ce mandat pour des intérêts tribaux ou personnels, ça devient immoral. Et vous ne méritez plus le mandat du peuple. On va clôturer cette première partie de l'émission. Est-ce que là, vous en appelez de tous vos voeux à ce qu'on puisse revoir l'ordonnance qui a été signée par le chef de l'État? Oui, il y a des aspects, les aspects négatifs doivent être revus. Principalement, la représentation, elle doit être équitable, elle doit être juste. L'ordonnance telle qu'elle est aujourd'hui, la représentation est faite dans le sens que la majorité qui est au pouvoir contrôle tous les aspects. Deuxièmement, en ce qui concerne le suivi, il faut se mettre en tête que le suivi ne peut pas être confié
aux institutions qui vont s'occuper de la mise en œuvre des recommandations. Ça n'a pas de sens. C'est une question d'honnêteté et une question de bon sens. Alors, il y a également un débat en vogue actuellement. On ne peut pas ne pas en parler. C'est par rapport à la révision constitutionnelle. Le débat scientifique est lancé. Vous êtes juriste et l'ASADO se prononce régulièrement par rapport aux questions d'intérêt majeur pour la République comme celle-là. Est-ce que, Maître Katende, l'ASADO trouve qu'il y a opportunité d'opérer une révision constitutionnelle actuellement? Je ne parle pas encore de l'article 220 qui est l'article à problème. Je pense que le débat qui est lancé et tout ce qu'il a produit comme réaction, malheureusement, c'est autour de l'article 220. C'est pourquoi là, on ne peut pas avoir un débat serein. On ne peut pas avoir une discussion sereine. On abordera l'article 220, mais aujourd'hui, par exemple, la décentralisation pose problème. Il y a d'autres dispositions de la Constitution qui continuent à poser problème. On peut les revoir sans nécessairement toucher à l'article qui fâche, l'article 220. Bon, je pense que la Constitution, telle qu'elle a été votée au référendum par le peuple, promulguée le 18 février 2006. Oui, ne pose, pour mon point de vue, ne pose aucun problème. Malgré les révisions qu'on a connues? Toutes les révisions qui ont eu, pour moi, ce sont des révisions tout simplement pour des intérêts politiques. Des intérêts ponctuels et conjoncturels. Ponctuels, conjoncturels, comme vous le dites. Qui n'avaient pas besoin d'être, en fait, des raisons qui ne pouvaient pas vraiment, si les gens avaient à cœur le renforcement de la démocratie dans ce pays, de le faire. Je prends le cas, par exemple, de ce qu'on a connu avec les assemblées provinciales. Oui. Mais les dysfonctionnements des assemblées provinciales découlent de l'attitude de certaines autorités au niveau national. Il faut qu'on se rende compte de ça. On a voulu tout contrôler et à la fin de compte, on a créé d'autres problèmes. Et le fait qu'on ait changé, certaines dispositions en ce qui concerne les assemblées provinciales n'a pas apporté la calmie, n'a pas apporté des solutions durables. C'est pour ça qu'il faut que les gens se mettent en tête que quand on s'engage dans la voie politique, il faut qu'on respecte les lois. Parce qu'il n'y a pas de politique, en fait, profitable au peuple s'il n'y a pas de respect des lois. Et tout démocrate, parce que nous tous nous disons que nous sommes des démocrates, tout démocrate doit savoir que la loi est au-dessus de tout le monde. Alors voilà, et là, il y a ces fameux articles 220, verrouillés, pas verrouillés, et là, le livre du professeur Évariste Boschab, qui est venu quasiment jeter l'huile sur le feu, mais même si, moi j'ai parcouru les livres, nulle part il appelle à ce qu'on modifie l'article 220. Est-ce que le fait qu'il ait considéré que n'est pas révisé, c'est l'inanition de l'État, c'est seulement ça qui aurait fait fâcher? Mais réviser quoi? Il doit nous dire. On doit réviser quoi? C'est ça. Et donc, pour nous, aujourd'hui, nous disons que ce que le professeur Boschab a fait ne confirme que certains échanges qui se passaient de manière officieuse. Qui étaient dans l'informel. Qui étaient dans l'informel. Et nous avons profité de cette occasion pour rappeler que les matières qui sont prévues dans l'article 220, principalement en ce qui concerne la durée, le mandat et la durée de ce mandat du président de la République, ne peuvent pas faire l'objet, n'est-ce pas, des modifications. Mais pourquoi Maître Jean-Claude Katende ne pas laisser le président de la République actuelle mener à bout tous les projets qu'il a pour le pays? Si on estime que les 2 années ne suffisent pas,
on peut lui accorder une rallonge. Oui, mais vous devez savoir une chose. C'est que d'abord, en ce qui concerne les ambitions, les projets, on a tous des projets, mais il y a une loi qui limite les mandats et la durée. Cette loi, si nous voulons construire un pays stable, doit être respectée. C'est d'abord ça. Nous n'analysons pas la question par rapport au président Joseph Kabila. C'est par rapport à la loi. Ça pouvait être même quelqu'un d'autre. Ça pouvait être même moi. Ça pouvait être même vous. On vous opposerait, oui, on vous opposerait le même argument. Maintenant, en ce qui concerne les projets, nous devons savoir que aujourd'hui, le président Joseph Kabila a été élu, je crois, en 2006, avec 58 ou 57%. Mais aujourd'hui, cette majorité, ce pourcentage a été réduit. En 2011, il a été élu avec 49%. Ça veut dire qu'il y a au moins 51% des gens en âge de voter qui ne font plus confiance au président Kabila. Absolument. Sociologiquement, il y a ça. Oui. Donc, qui ne lui font plus confiance. Et lui-même, nous aurions peut-être compris qu'en 2008, en 2006, il a été élu avec 58%, si je ne me trompe pas, et qu'en 2011, il est élu avec 60%. Ce qu'on allait dire par rapport à sa gestion, il y a encore plus de Congolais qui lui font confiance. Moi, je pose seulement des bases. Et ces bases doivent permettre à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui de se poser des questions. Pourquoi aujourd'hui, la grande partie de notre population n'a pas fait confiance au président de la République? C'est une question importante. Ça veut dire que la manière dont les projets dont on parle sont mis en œuvre ne satisfait plus le peuple congolais. Et donc, il est question que le président avec le gouvernement utilise les années qu'il reste au pouvoir pour convaincre encore les Congolais qui sont en train de gérer le pays de la bonne manière. Et nous, les conseils à l'Azado que nous avons donnés à la majorité, au lieu de réfléchir à comment modifier l'article 220 pour, n'est-ce pas, prolonger encore les mandats du président Kabila, ils doivent réfléchir sur quel autre membre de la majorité peut être présenté aux élections en 2016. Parce que là, j'ai fini, parce que là, ce qui est important, c'est quoi? C'est qu'ils ont la majorité, ils vont continuer à garder le pouvoir. Mais au moins, ils auront l'avantage de garder le pouvoir, mais aussi de respecter la Constitution. Mais la voie sur laquelle ils veulent nous amener, c'est une voie qui ne va pas stabiliser le pays. Désastreuse. Mais Maître Katende, on ne parle pas de la succession du chef quand il est encore aux affaires et encore vivant et encore dans une jeunesse comme Joseph Kabila. Non, ce n'est pas un problème de succession, c'est un problème de devoir. Tous, en acceptant cette constitution, nous nous sommes dit que nous allons accepter les principes qui y sont. C'est tout. Je vous dis, si nous ne prenons pas aujourd'hui ce courage de faire respecter notre Constitution, vous savez, il y a l'un de mes professeurs qui disait toujours, si quelqu'un change régulièrement la Constitution avec raison, un jour il la changera sans raison. Et là, même s'ils veulent changer la Constitution, ils doivent nous dire quelle est l'opportunité. Est-ce qu'il y a une opportunité à changer cette disposition? Mais on dit aussi gouverner, c'est prévoir. Ils sont en train d'entrevoir cette difficulté en 2016. Mais prévoir, c'est aussi respecter les lois. Et moi, je me dis que quand on est démocrate, on doit pouvoir penser qu'un jour, on laissera le pouvoir parce qu'on ne l'a pas de manière éternelle. On ne l'a pas. Et je pense que le président Kabila a là une opportunité merveilleuse d'entrer pour toujours dans l'histoire de la République démocratique du Congo. On aura au moins un président qui aura, à la fin de son mandat, quitté le pouvoir de manière honorable.
Et peut-être qu'on se croisera ici dans les supermarchés en train d'acheter, de faire nos emplettes avec le président Kabila, qui redeviendrait citoyen comme tout le monde. Tout à fait. Et il aura au moins l'avantage d'entrer de la bonne manière dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Alors, maître, revenons à cet article 200, restons-y, cet article 220, est-ce que lui-même, il est verrouillé? Il prévoit la matière verrouillée, est-ce que l'article est verrouillé? Et certains analystes et certains juristes estiment que l'article ne serait pas verrouillé. Mais est-ce qu'on peut parler de l'article sans les matières qui sont inscrites? C'est pour ça que si nous avions la Constitution, on la lirait ici. Et la Constitution elle-même, elle dit que les principes qui sont posés, dont celui lié à la durée et au nombre des mandats du président de la République, ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le peuple congolais. C'est ce que peut-être le professeur Bochab estime être l'inanition de l'État. Non, mais je ne pense pas que si on ne révise pas, l'État va disparaître. L'État congolais n'a pas commencé avec nous qui sommes là aujourd'hui. Hein? L'État congolais va continuer à exister au-delà des autorités que nous avons aujourd'hui. Parce que nous tous, on a cette vision de voir la République démocratique du Congo non seulement exister, mais être un pays qui influence la politique internationale. Et ça, c'est très important, parce qu'on peut exister sans influence. Or, notre pays est doté de toutes les potentialités humaines, naturelles, pour assurer le leadership, non seulement en Afrique centrale, mais aussi à travers l'Afrique et à travers le monde. Donc, le Congo doit être un pays qui doit être consulté quand on décide des grandes questions qui concernent le monde. Mais aujourd'hui, nous sommes non seulement exclus, mais oubliés. On peut décider sans nous. Alors que notre position et toutes les ressources que nous avons nous appellent à assurer le leadership dans notre sous-région, mais aussi dans notre région qui est l'Afrique. Alors, c'est ce qui vous a fait écrire une lettre le 4 juillet. Et là, vous dites la responsabilité d'agir maintenant. Mais il n'y avait pas péril en la demeure. Pourquoi est-ce qu'il faut agir maintenant? Non, je pense que la lettre que nous avons... Le gouvernement a dit que c'était un débat scientifique. Et qu'on ne peut pas interdire aux scientifiques de réfléchir à haute voix. Oui, mais si on n'interdit pas aux scientifiques de réfléchir à haute voix, nous aussi, en tant qu'acteurs de la société civile, nous pouvons aussi réfléchir à haute voix. Et notre réflexion à haute voix va dans le sens de dire que nous, les jeunes, nous avons la responsabilité de nous opposer en respectant la Constitution et les lois de la République à toute action que nous estimons de nature à mettre notre nation en péril. Et nous avons, dans notre lettre, démontré qu'il y a eu d'autres jeunes à des moments clés de l'histoire de notre pays qui se sont levés. Nous avons parlé du cas de Laurent Désiré Kabila, nous avons parlé du cas de Lumumba, qui se sont vraiment mis debout et qui ont travaillé pour que tout ce qui était comme système qui ne mettait pas au centre le respect des droits fondamentaux, la meilleure gouvernance, de s'opposer à ces systèmes. Et aujourd'hui, le Congo va vers des moments clés de son histoire. C'est notamment les dialogues. C'est un moment clé. Et la jeunesse, qui est en nombre statistiquement très important, doit s'organiser pour qu'elle ait de l'influence sur l'agenda. L'agenda des questions qui vont être discutées aux concertations ou au dialogue. Parce que ces questions vont nous concerner en tant que jeunes. Mais aussi, il y a cette question qui va se poser en 2016 de révision ou pas révision de l'article 220. Il faut que la jeunesse soit alerte pour que si les politiques, les hommes politiques de notre pays se décident
de modifier, de réviser cette disposition de la Constitution, que nous puissions leur dire que c'est non. Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu, d'avoir été entendu? Je pense que les gens nous entendent. Le feedback était intéressant. Très intéressant. Très intéressant, et nous planifions d'autres actions pour l'avenir. Mais s'il s'avérait finalement que ce n'était qu'un débat d'universitaires et que les institutions ne s'en saisissent pas, ça risque d'avoir été une perte inutile d'énergie. Non, ça nous aura permis au moins de montrer que si certaines personnes se décident d'aller sur cette voie-là, la mobilisation va être très grande et les gens sont prêts à le faire. Et comme nous avons dit dans la lettre, nul ne peut nous empêcher de faire ce que la Constitution et les lois de la République nous permettent. Voilà, on en restera là avec vous, Maître Jean-Claude Katende, une intéressante émission sur les concertations nationales et sur cette éventuelle révision de la Constitution. Tout le monde en parle, on ne devait ne pas en parler. Le président de la République, Joseph Kabila, a battu campagne pour le oui au référendum en faveur de cette Constitution. Ce n'est certainement pas lui qui va s'aborder les dispositions qui sont contenus dans cette Constitution. C'est un débat académique, c'est un débat des scientifiques. On espère que ça va en rester à ce niveau-là et que la République gagnerait. Hein, puisque jusqu'aujourd'hui, Maître, vous convenez avec moi, on n'a pas encore expérimenté l'alternance au niveau de la République par rapport à 2 mandats. Donc l'opportunité ne se fait pas encore voir. Voilà. Merci de nous avoir suivis et merci à vous particulièrement, Maître Jean-Claude Katende, président de l'Azado, l'Azado que la majorité des Congolais connaissent, l'Azado qui donne de la voix régulièrement et l'Azado qui lutte depuis plusieurs décennies pour la défense des droits de l'homme. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine, Inch'Allah.